Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance de questions d'actualité au gouvernement. Une séance en Sénat entièrement consacrée une fois encore au Covid-19 et à ses conséquences. Les sénateurs vont interroger le gouvernement, pas moins de 10 questions au menu et ça commence dans une dizaine de minutes à 15h précises. En attendant, je suis avec René-Paul Savary, bonjour. Bonjour. Vice-président de la Commission des affaires sociales, sénateur LR de la Marne. Un mot tout d'abord sur le début de plan dont Olivier Véran a parlé tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres et il annonce notamment une hausse du salaire des soignants, même si on n'en connaît pas encore le montant. Écoutez, c'est une bonne nouvelle, ça doit se faire, on en parle depuis suffisamment longtemps, maintenant il faut passer à l'acte et augmenter l'indice de rémunération, ne pas jouer comme on le fait sur les primes, parce que derrière il y a des incidences sociales qui sont quand même importantes, donc il faut reconnaître véritablement l'action de ce personnel soignant. Alors sur ce Covid-19, on est également en train de faire un petit peu l'addition liée à cette épidémie, la sécurité sociale notamment qui va voir son déficit plongé de 40 milliards d'euros. Est-ce à elle de supporter cette dette Covid pour vous ? Écoutez, c'est le principe de la sécurité sociale, c'est de faire face aux dépenses sociales et notamment aux dépenses de maladie. Donc bien entendu, c'est à elle de porter cela. Maintenant, il faut que l'État mette les recettes correspondantes pour alimenter le budget de la sécurité sociale pour qu'il soit équilibré. L'État, d'ailleurs, selon les Échos, prépare un projet de loi qui transfère 136 milliards d'euros de dette à la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est un petit peu technique. Quel en est l'objectif exactement? Est-ce que pour vous, c'est une bonne solution? Écoutez, moi, je suis tout à fait dubitatif quant à ce type de cavalerie. La CADES devait s'éteindre en 2024 pour éteindre la dette sociale qui partait de 50 milliards d'euros. Maintenant, il y a une partie de la dette qui est encore portée par la COS, environ une bonne quarantaine de milliards d'euros, plus le déficit que l'on va connaître au niveau de la sécurité sociale est déjà affiché à 41 milliards d'euros aujourd'hui, mais tout n'a pas été encore entièrement chiffré puisque la crise n'est pas finie. On voit bien qu'on atteint des sommes considérables et quoi qu'il en coûte, il faudra à un moment faire en sorte de payer l'addition parce que la dette perpétuelle, c'est bien sur le papier, mais dans la réalité des faits, il ne faudrait pas qu'il y ait une hausse des taux d'intérêt parce que nous serions très mal. En contrepartie, Olivier Véran dit prévoir également un plan pour la dépendance qui serait financé par une fraction de la CSG. Là encore, est-ce que c'est pour vous une bonne solution, cette création de ce nouveau? On est obligé de faire effectivement un plan ambitieux pour nos personnes âgées, compte tenu de la démographie, pour la dépendance. Maintenant, quels en sont les principes? Quel en sera le financement? Je pense que nous aurons l'occasion d'en délibérer, beaucoup émettre des hypothèses. Toujours est-il qu'à un certain moment, il faudra le payer. C'est aux générations actuelles de payer pour leurs personnes âgées. Ce n'est pas aux générations futures de payer cette dette. Eh bien, merci beaucoup René-Paul Savary d'avoir répondu à mes questions. Je vais à présent accueillir le sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, Fabien Gay. Bonjour. Bonjour. Vous allez tout à l'heure interpeller Muriel Pénicaud sur la question des licenciements. D'ailleurs, il y a des licenciements qui font la une aujourd'hui. Renault qui envisage de fermer 3 usines en France, de restructurer celle de Flins dans les Yvelines. Est-ce que c'est pour vous justifié par le contexte actuel de crise? Oui, puis on peut citer aussi vos collègues de BFM et de RMC. C'est injustifiable. Par exemple, Renault, c'est 5 milliards de PGE. Air France, c'est 7 milliards de PGE. Nous avions dit que c'est prêt de l'État. C'est prêt garanti par l'État. Il y a 115 milliards de mis sur la table d'aide directe. 300 milliards de prêts garantis par l'État. Et donc, nous avions porté une condition, c'est qu'il y ait des critères sociaux et environnementaux. On ne peut pas mettre autant d'argent sur la table, activer, comme on dit, le chômage partiel, et puis maintenant que nous commençons le déconfinement, à prendre plans sociaux sur plans sociaux. Sinon, nous allons passer du chômage partiel au chômage de masse. Et donc, ça, ce n'est pas acceptable. Il y a une condition à mettre à ça. Il faut interdire les licenciements, tous les licenciements comme en Espagne, et préparer en même temps un vaste plan de relance écologique et social. Sinon, je dirais, c'est des milliers de salariés qui vont payer la crise et nous allons avoir un tsunami social et ça, pour nous, c'est inacceptable.
Oui, cette casse sociale risque-t-elle d'empirer pour vous? On le sait, le gouvernement, l'État ne peut pas non plus se permettre de continuer à payer tout ce qu'il paye avec le chômage partiel. Mais madame, vous savez que le chômage partiel n'est pas une chance, c'est des cotisations qui ouvrent droit au chômage partiel. Alors c'est vrai que nous sommes dans un moment exceptionnel, il y a 12 millions de salariés qui sont au chômage partiel. Mais qu'allons-nous dire à partir du 1er juin? Est-ce qu'il faut que les gens, après avoir payé la crise sanitaire, paient le drame social? Non, ce n'est pas acceptable. Donc il faut continuer à aider. On met 415 milliards pour les entreprises et pour l'instant l'urgence sociale, zéro. Vous savez qu'il y a aussi des gens qui meurent de faim aujourd'hui. Les files d'attente devant les associations caritatives ne cessent d'enfler. Et pour nous, ce n'est pas acceptable. Il faut mobiliser de l'argent. Il y a beaucoup d'argent. Il y a encore des grandes entreprises qui versent des dividendes aux actionnaires. On a parlé de Sanofi, on parle de Vivendi, on en parle de beaucoup. Vous voyez, donc il faut mobiliser cet argent pour répondre à cette crise sociale. Et pour nous, ce n'est pas acceptable ni de casser le code du travail, ni que les gens en paient le prix par le chômage. Vous parlez de ces queues devant les banques alimentaires, notamment en Seine-Saint-Denis. Où en est la situation aujourd'hui? Il y a eu notamment des propos aujourd'hui du directeur général du Secours populaire sur le fait que ce soit très difficile. Oui, puis mon ami Fabien Roussel était ce matin avec le Secours populaire en Seine-Saint-Denis. Et oui, le préfet a dit il y a quelques semaines que nous pourrions avoir des émeutes de la faim. Voilà où nous en sommes rendus. Et ce n'est pas que chez nous, c'est dans beaucoup de départements populaires. Et je pense aussi à nos concitoyens ultramarins. Donc il faut que l'État, aujourd'hui, investisse, soutienne ces associations, un certain nombre de collectivités aussi qui sont en soutien pour que chacun et chacune puisse se nourrir dignement. Je rappelle quand même que nous sommes la 6e puissance mondiale. Il est inacceptable que des gens aujourd'hui meurent de faim. Bien, merci beaucoup Fabien Gay d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous allez interpeller tout à l'heure le gouvernement. Et enfin, avant cette séance de questions d'actualité, j'accueille la sénatrice Véronique Guillotin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénatrice RDSE de la Meurthe-et-Moselle. Vous êtes médecin. Vous avez d'ailleurs repris du service pendant la crise. Un mot tout d'abord sur cette situation dans le Grand Est, puisque l'ARS Grand Est a détecté 8 nouveaux foyers épidémiques dans votre région, dont un dans la Meuse. Est-ce pour vous source d'inquiétude? Comment l'expliquer? Alors, comment l'expliquer, je ne sais pas, puisque je ne sais pas d'où viennent ces clusters, mais source d'inquiétude, mais je pense qu'on est tous quand même très attentifs à ce qui va se dérouler. Le déconfinement reste toutefois absolument nécessaire, avec une vigilance extrême, et l'idée est quand même de trouver ces clusters à leurs racines, de tester, de retrouver les cas contacts et un peu de les tuer dans l'œuf, si je pourrais exprimer les choses comme ça. Donc pour le moment, on a quand même une carte virale, une circulation virale dans le Grand Est qui s'améliore nettement, et ça c'est quand même source, voilà, c'est quand même un peu rassurant. La situation s'améliore quand même nettement, oui. Olivier Véran, le ministre de la Santé tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres a commencé à parler de son Ségur de la santé. Il annonce notamment des hausses de salaire pour les soignants, sans tellement plus de détails, mais votre réaction tout de même? Ah bah c'est nécessaire. Je pense que bien évidemment qu'il va falloir aujourd'hui, et ça fait longtemps qu'on interpelle sur le sujet, c'est pas, voilà, c'est pas le crise Covid a exacerbé tout ça, mais c'est un sujet sur lequel on est revenu depuis longtemps. Moi je suis sur une zone frontalière et j'ai alerté maintes fois la ministre de la Santé de l'époque en disant que c'était pas possible. On est un pays européen où nos soignants sont quasiment les moins payés d'Europe, et la situation là peut pas perdurer. Et en même temps, disait Olivier Véran, notre système de santé coûte très cher, donc c'était un paradoxe qu'il pointait du doigt. J'ai pas compris la question. Il disait que notre système de santé était très cher, nos dépenses de santé étaient très élevées, et en même temps nos soignants étaient mal payés. Oui, il faut résoudre le problème, il faut régler le problème des soignants et qu'ils soient payés à leur juste travail. C'est absolument nécessaire aujourd'hui si on veut maintenir, parce qu'un système de santé sans soignants n'est plus un système de santé. Est-ce que vous craignez ce qui semble se profiler et qui pour le coup n'est pas du tout demandé par les syndicats hospitaliers, l'assouplissement des 35 heures à l'hôpital? Ça va être négocié avec les partenaires sociaux. Est-ce que je le crains? Je ne sais pas comment ça va pouvoir être mis en place. Mais est-ce que beaucoup de soignants travaillent déjà à 35 heures? Ce n'est pas une certitude. Voilà, les soignants dépassent déjà pas mal leurs heures. Enfin, donc je ne sais pas comment ça va être. Je ne peux pas dire comment ça va être géré, mais bon. Je pense que les soignants bossent déjà bien plus que 35 heures aujourd'hui. Donc ce n'est pas forcément le sujet. Je pense que ce n'est pas forcément pour le moment la priorité. Je pense qu'il faut revaloriser les salaires. Eh bien, merci beaucoup Véronique Guillotin. Je vous laisse rejoindre la séance qui vient de commencer. La cloche a sonné. Tout de suite, on prend la direction de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Les réserves d'usage. Monsieur le Premier ministre, Mesdames
et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement sous le format adapté que nous avons défini et qu'avec les questeurs et les présidents de groupe, nous reverrons dans les 2 semaines qui viennent en fonction de la situation. Notre séance se déroule dans des conditions de respect des règles sanitaires mises en place depuis le mois de mars et nous procédons à un nettoyage et une désinfection de l'hémicycle après chaque séance. Il en est de même pour les micros après chaque intervention. Chacun veillera au respect des distances de sécurité. Je rappelle à nos collègues, je me répète, mais que les entrées et les sorties de séance s'effectuent par les portes situées au pourtour de l'hémicycle et pour le gouvernement par le devant. Notre séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Je vais donner la parole au président Hervé Marseille pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Le Président de la République et la chancelière allemande ont formulé lundi une proposition ambitieuse qui répond à l'impérieux besoin de relance économique de notre continent. Elle complète les mesures déjà annoncées par la Commission et la Banque centrale européenne. Avec les collègues de mon groupe, nous saluons ce projet et nous nous réjouissons du retour du couple franco-allemand porteur d'initiative, alors que le fossé entre le nord et le sud de l'Europe s'était dangereusement creusé et que nous avons beaucoup regretté la réaction tardive de l'Europe au début de la crise. Encore faut-il que cette proposition soit approuvée par les 27. Mais la volonté est là des 2 côtés du Rhin et c'est déjà beaucoup. Pour autant, nous allons léguer à nos enfants une dette d'une ampleur inégalée. Cet argent doit être utile à un horizon qui dépasse de loin celui de la sortie immédiate de la crise. De même, l'effort consenti par les États membres impose d'utiliser ces fonds dans une perspective de long terme qui servent les intérêts de notre continent. Monsieur le Premier ministre, nous savons aussi que pour convaincre certains de nos partenaires instruits par des décennies de mauvaises habitudes et de facilités, il nous faudra leur donner des assurances solides. Ils nous connaissent trop bien. Dès lors, comment pouvez-vous garantir que cet argent sera utilisé pour porter des investissements stratégiques nécessaires pour recouvrer notre souveraineté, pour préserver notre environnement et notre santé? Comment pouvez-vous garantir que ces fonds ne serviront pas à alimenter des dépenses de fonctionnement classiques déjà hypertrophiées? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Marseille. Vous l'avez dit dans votre question, une initiative franco-allemande assez exceptionnelle a été annoncée par la chancelière Merkel et le Président de la République il y a quelques jours, 2 jours. Elle fait suite à l'épidémie de Covid, à la crise sanitaire que l'Europe a connue à des titres divers, et à la crise économique et sociale qui s'annonce, conséquence directe à la fois du confinement lié à la crise sanitaire et à l'arrêt de la production et de la consommation que nous avons constaté dans un très grand nombre de pays d'Europe et du monde. Je rappelle ce chiffre édifiant de près de la moitié de l'humanité confinée. On se doute bien et on voit bien les conséquences économiques et sociales qui vont en découler. Est-ce que l'Europe a été à la hauteur de la crise? Beaucoup de nos concitoyens, en France, beaucoup de nos amis, en Espagne, en Italie, ailleurs, diront volontiers que tel n'a pas été le cas. Auront-ils raison de le dire? Je veux dire, est-ce que véritablement les réponses de l'Union européenne, au-delà de la perception par nos concitoyens, est-ce que ces réponses auront été à la hauteur? Probablement pourrons-nous dire, avec un peu de recul, que l'Union européenne n'a pas rien fait et qu'elle a été utile dans la crise. Mais est-ce que véritablement elle a été à la hauteur de cette crise? Je ne le crois pas, Monsieur le Président. Et comme toujours, lorsque nous nous retrouvons dans une situation de crise, de difficulté, il faut soit le constater, vivre avec, et puis peut-être, le cas échéant, le déplorer, soit trouver des solutions pour y remédier. Bien souvent, lorsque la crise européenne est là, c'est dans la capacité de la France et de l'Allemagne à s'entendre et à entraîner, non pas à décider pour les autres, ce serait inenvisageable, mais à s'entendre pour entraîner
que l'on trouve la solution. C'est très exactement ce qui s'est passé, ou plus exactement ce qui est en train de se passer, puisque la France et l'Allemagne se sont mis d'accord pour un plan très ambitieux, sans précédent, visant à permettre le financement d'une relance à hauteur de 500 milliards d'euros, grâce à la capacité de la Commission, la nouvelle capacité de la Commission, à créer de la dette de façon à alimenter le marché, l'investissement, la relance. Ce plan, il repose sur 4 piliers. Le premier, c'est de dire que l'Europe de la santé, ça existe, ou plus exactement que cela devrait exister, et qu'il faut donc investir collectivement, regarder collectivement comment on peut améliorer les dispositifs de santé de chaque pays. Il repose sur la création d'un instrument qui vise à permettre une solidarité entre les États européens, et donc entre les Européens, un fonds de relance doté, je l'ai dit, de 500 milliards d'euros de dettes émises par la Commission, qui fonctionnerait pour l'essentiel dans les premières années du prochain cadre pluriannuel de financement que l'Union discute, qui viendrait lui-même en complément des 500 milliards d'euros de prêts agréés par l'Eurogroupe, ce qui donne des sommes qui sont vertigineuses et au fond assez peu concevables, 1 000 milliards d'euros pour financer la relance et la solidarité, auxquels s'ajouteront les dispositifs nationaux en se conjuguant ou en complétant le dispositif européen. Troisième pilier de ce plan, la nécessaire accélération de la transition numérique et écologique. Et c'est une réponse à votre question, Monsieur le Président Marseille, puisque si nous utilisons cet argent pour renforcer nos systèmes de santé, pas seulement le système de santé français, nos systèmes de santé, si nous l'utilisons pour accélérer la transition numérique et la transition écologique, alors par définition, nous préparons l'avenir. Et nous renforçons nos capacités de long terme et notre capacité à long terme à répondre aux questionnements de nos concitoyens. Enfin, 4e pilier, qui là encore va dans le sens de ce que vous indiquez, me semble-t-il, le renforcement de la souveraineté européenne. C'est-à-dire l'idée selon laquelle cette crise sanitaire a montré que si nous voulions maîtriser notre destin, il fallait que dans l'espace européen, un certain nombre de productions soient localisées, qu'un certain nombre de marchés sensibles soient maîtrisés, qu'un certain nombre de dispositifs sans lesquels, au fond, nous ne pouvons pas faire face aux difficultés, soient assurés. C'est le principe de cette souveraineté européenne sur laquelle la France et l'Allemagne viennent de s'entendre, et c'était le sens des annonces du président et de la chancelière. Il n'y a pas eu de précédent à ce type d'annonce. Pourquoi ? Parce que, et je le dis avec beaucoup de plaisir d'une certaine façon, et beaucoup de satisfaction, l'Allemagne a bougé. Ce qu'elle a accepté de faire ne correspondait pas à ce qu'elle envisageait de faire pendant longtemps. Pourquoi est-ce que l'Allemagne a bougé, Monsieur le Président Marseille ? Parce que la crise est là, et parce que chacun peut la mesurer, sans doute. Je n'exclus pas, mais sans doute ce point-là sera-t-il sujet de longues discussions, je n'exclus pas que l'Allemagne ait bougé parce que la France elle-même a bougé. Je n'exclus pas que l'Allemagne ait bougé parce qu'elle a vu que la France, en s'attaquant à des réformes de structure qui parfois avaient été évoquées, mais pas réalisées, voulait effectivement préparer l'avenir sérieusement. Je n'exclus tellement pas que c'est la seule raison que j'identifie pour pouvoir faire fonctionner de nouveau ce moteur franco-allemand dont nous savons tous qu'il est indispensable au redémarrage de l'Europe et d'une certaine façon, non pas simplement à sa souveraineté, mais à son existence. C'est donc une excellente nouvelle qui ressort de cette annonce conjointe par le président de la République et la chancelière. Une excellente nouvelle pour nous, Français, pour les Allemands aussi, j'en suis certain, et pour les Européens dans leur ensemble. Et la vie est ainsi faite que ces excellentes nouvelles, qui ne sont pas encore traduites dans les faits, vous avez raison, car il va falloir convaincre. J'ai observé, vous aussi sans doute, Monsieur le Président Marseille, que la BCE, la Banque centrale européenne, la Commission européenne, s'était félicitée de cette annonce et de cette initiative. C'est un excellent début. Il va évidemment falloir parler et convaincre l'ensemble de nos partenaires. C'est normal. Mais reconnaissons ensemble que lorsque la France et l'Allemagne s'accordent,
lorsqu'ensemble elles avancent, en général, elles entraînent. C'est une excellente nouvelle. Merci. Monsieur le Président Marseille, la parole est à notre collègue Martin Lévrier pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. La crise sanitaire nous a contraints, comme beaucoup d'autres pays, à organiser un confinement de la population. Il a paralysé, en grande part, l'économie française pendant 8 semaines. Les trésoreries et l'activité de nombre d'entreprises ont été mises à mal. Et nous ne sommes qu'au début d'une crise économique. Dès l'apparition de cette pandémie, le gouvernement a mis en place des moyens exceptionnels pour faire face au choc économique afin d'aider les entreprises et les salariés à affronter les difficultés provoquées par la Covid-19. Chômage partiel, développement du télétravail, fonds de soutien, fiches métiers, guide de branche pour garantir la santé au travail, protocole de déconfinement, etc. Parce qu'il faut faire repartir l'économie et parce qu'il faut garantir la santé des salariés, l'État se doit de s'inscrire dans cette continuité et accentuer la reprise. C'est pourquoi votre ministère confie au réseau ANACT-ARACT et au Direct un dispositif d'appui gratuit destiné aux entreprises de moins de 250 salariés avec un enjeu, concilier santé au travail et performance. Depuis hier, ces TPE-PME peuvent, grâce au dispositif Objectif Reprise, bénéficier de préconisations gratuites qui proposent 3 modalités d'appui: sensibilisation, conseil et accompagnement. Madame la ministre, pouvez-vous nous détailler ces modalités d'appui, nous garantir que ce dispositif est simple d'accès, qu'il propose des solutions accessibles à tous, en particulier aux plus petits, afin de répondre de manière optimale à leurs attentes en cette période de reprise qui génère de très grandes inquiétudes? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, Monsieur le sénateur Martin Lévrier. Oui, nous nous sommes retrouvés tous dans une situation inédite, arrêter ou ralentir très fortement le moteur de l'économie pour sauver des vies. Et nous avons eu raison de le faire. Désormais, avec le déconfinement, nous sommes capables de continuer à sauver des vies tout en faisant repartir l'activité économique, en protégeant pleinement les salariés. C'est pour cela, vous l'avez cité, que nous avons mis en place le protocole de déconfinement, 64 guides métiers élaborés avec les professions, avec les partenaires sociaux, par le ministère du Travail, avec le ministère de la Santé, et qui sécurisent les employés, les salariés, comme les employeurs. J'ai pu d'ailleurs le constater la semaine dernière sur un chantier du bâtiment et hier matin encore à Toyota, près de Valenciennes, à Onnaing. Les conditions sont quoi? Sont 1, respecter ces guides, qui préconisent vraiment la manière de faire les gestes barrières, la distanciation dans tel ou tel métier. On comprend bien que pour un coiffeur, un chauffeur-livreur ou un chantier du bâtiment, c'est l'appréciation de comment ce geste barrière se fait doit s'adapter. Et puis, ça permet aussi de constater que là où il y a du dialogue social, un dialogue social de qualité, ça repart beaucoup plus vite, de façon plus sereine, parce qu'effectivement, tous ces gestes barrières sont discutés dans l'entreprise. Donc la question qu'on s'est posée, c'est dans les grandes entreprises, dans les moyennes entreprises qui ont des comités socio-économiques, des RH, il faut absolument respecter et ces guides métiers et pratiquer le dialogue social. C'est la clé pour la reprise de l'activité sereine. Comment faire dans les petites entreprises qui ont parfois un représentant du personnel, pas toujours, et qui ne sont pas outillés en RH? C'est pour ça que nous avons lancé hier ce projet qui s'appelle Objectif Reprise, qui est immédiatement opérationnel. Il est opérationnel depuis hier, sur simple demande en ligne, et qui permet aux millions de petites entreprises qui va sortir du chômage partiel, qui aujourd'hui est concerné, qui va repartir, d'avoir des conseils en ligne, des conseils par téléphone ou un conseil sur place gratuit, amené par l'ANACT et un réseau du ministère. Donc c'est opérationnel immédiatement et je crois que c'est très important, parce que de repartir en toute sérénité sur la santé des salariés permet de repartir sur l'activité dans l'intérêt économique et social du pays. Monsieur Lévrier. La parole est à notre collègue Véronique Guillotin pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole. Monsieur le ministre, entre le 6 et le 12 avril, plus d'1 million de téléconsultations ont été réalisées, représentant 28% de l'ensemble des consultations médicales contre 0,1% quelques semaines plus tôt.
L'épidémie Covid a sans aucun doute provoqué un regain d'intérêt pour les solutions de télémédecine, apparu comme un outil indispensable dans un contexte de contagiosité, dans un contexte de confinement et d'isolement. Mais le succès récent de la télémédecine s'explique également par la mobilisation massive et rapide de moyens pour répondre aux besoins les plus urgents. Vous avez ainsi levé, pour le remboursement des téléconsultations Covid, l'obligation de passer par le médecin traitant et d'avoir eu une consultation en présentiel dans les 12 mois précédents. Les avantages de la télémédecine sont nombreux. J'en citerai rapidement quelques-uns. Le renforcement de l'accès aux soins, le désengorgement des urgences. C'est également un vecteur d'innovation et de développement économique. Et il permet par ailleurs une diminution des déplacements, notamment en Île-de-France, où une étude récente a prouvé que quasiment 2 millions de trajets, essentiellement automobiles, sont liés chaque jour à un motif de santé. Face aux avancées rapides de ces dernières semaines, il n'est pas pensable de revenir à la situation d'avant Covid, tant les attentes sont fortes de la part des professionnels de santé, des élus et des patients. Des freins restent encore à lever, je pense notamment au déploiement du très haut débit, dont les zones blanches coïncident souvent avec les zones sous-dotées. Je pense aussi aux nombreux trous dans la raquette s'agissant de motifs de remboursement et de la nomenclature des actes. Et je pense bien sûr au financement des innovations grâce à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, car encore beaucoup trop rigide et beaucoup trop complexe. Les acteurs de terrain demandent plus d'agilité pour répondre aux besoins spécifiques des territoires. Il est absolument nécessaire d'en réduire les délais. J'aimerais donc savoir, Monsieur le Ministre, quelles assurances vous pouvez nous apporter pour qu'en matière d'e-santé, le pas de géant qui a été franchi pendant la crise Covid ne se transforme pas en un piétinement. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre de la Solidarité et de la Santé, Monsieur Taquet. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Guillotin, vous avez raison, la crise sanitaire a provoqué un véritable boom du numérique en santé. Le nombre de consultations, vous l'avez évoqué, est passé au cours du mois de mars de 10 000 à 500 000 par semaine, de 1% à 11% de l'ensemble des consultations. En 2018, quand ces sujets ont commencé à arriver, les prévisions pour l'année 2020 étaient effectivement d'1 million de consultations pour toute l'année. 1 million, c'est le nombre de téléconsultations qui ont eu cours la semaine dernière. Et il n'y a pas que la télémédecine, il y a aussi le télésoin. Vous l'avez évoqué, nous avons assoupli un certain nombre de dispositions pendant cette crise, notamment pour que le télésoin soit rendu plus facile pour les infirmiers, les kinés, les orthophonistes, les orthoptistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciens ou encore les pharmaciens. Dès avant la crise, le numérique a été un axe de transformation majeur pour ce gouvernement depuis le début du quinquennat. Vous le savez, nous avons engagé un certain nombre de chantiers ambitieux autour de la gouvernance de ce secteur nouveau. C'est un point important, de l'espace numérique en santé pour les usagers, avec notamment le dossier médical partagé, le déploiement d'un bouquet de services numériques pour les professionnels de santé, qui en est un peu le pendant, et bien sûr le Health Data Hub que nous avons lancé pour tout ce qui a trait à l'innovation et à la recherche en santé. Alors, nous serons vigilants dans les semaines et les mois à venir pour examiner ce qui pourrait être pérennisé, ce qui devrait être amélioré aussi, vous l'avez évoqué. Je n'ai pas de doute que toutes ces réflexions-là nourriront les échanges qui s'ouvrent dans le cadre du Ségur de la santé qu'a lancé le ministre de la Santé, Olivier Véran, parce qu'il est vrai qu'en santé, mais dans d'autres secteurs aussi, moi je le vois dans le domaine social, dans le médico-social, le numérique a challengé, a remis en cause nos pratiques professionnelles, les pratiques professionnelles des professionnels, et il faut en tirer les leçons. Alors oui, Madame la sénatrice, dans le numérique en santé aussi, il y aura un avant et un après Covid, soyez-en convaincus. Madame Guillotin, quelques secondes. Quelques secondes. Oui, rapidement, merci. Je prends acte, en tout cas, de la volonté d'aller vers une avancée sur la télémédecine. J'aurais peut-être aimé entendre une petite question sur l'ouverture et la position des remboursements et éventuellement du réglementaire qui nécessite encore d'être ouverte, mais je pense qu'on aura l'occasion de débattre. Merci. La parole est à notre collègue Fabien Gay pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, le Président Macron a prévenu. Nous allons souffrir. Mais force est de constater que nous ne serons pas tous égaux devant cette souffrance. Des plans de suppression d'emplois sont déjà envisagés et tombent comme des couperets. Airbus, Alinéa, Airbnb, la SNCF, TUI France, et la liste n'est malheureusement pas exhaustive. Ce sont ainsi des milliers de salariés qui vont subir un véritable tsunami social. Comment accepter qu'Air France et Renault aient bénéficié de milliards de prêts et envisagent aujourd'hui des licenciements? Pourquoi avez-vous refusé, comme nous l'avons proposé, de conditionner ces aides et ces prêts
à des critères sociaux et environnementaux. En fait, votre boussole n'a pas dévié. Et vous refusez à retenir la leçon du CICE et autres aides publiques qui n'ont fait que gonfler les poches des actionnaires. Pire, certains groupes opportunistes profitent de la crise pour orchestrer un chantage odieux auprès de leurs salariés, comme par exemple chez Derichebourg. Soit les salariés reviennent sur tous leurs conquis sociaux, soit c'est un vaste plan de licenciement de 750 personnes. Et que dire de ces groupes dont les restructurations étaient prévues avant la pandémie et qui en profitent pour les justifier, comme chez General Electric? Il faut agir par la loi, car sinon, après le chômage partiel, ce sera le chômage de masse. Surtout que depuis 2017, les plans sociaux peuvent être activés au seul motif économique, qu'ils soient passagers ou artificiels. Plutôt que de casser le code du travail, nous vous proposons d'interdire les licenciements comme en Espagne, et en même temps de préparer un vaste plan de relance qui s'appuie sur la relocalisation de notre industrie, la nationalisation des entreprises stratégiques et la nécessaire transition écologique. Madame la ministre, les jours heureux ne se convoquent pas dans les discours. Ils se mettent en œuvre au prix d'une ambition politique de haut vol pour être à la hauteur de la crise que nous traversons. Madame la ministre, aurez-vous le courage politique d'interdire les licenciements pour éviter le massacre social? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Madame Pénicaud, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur les sénateurs Gay, nous partageons un même objectif, mais pas la manière d'y arriver. Nous avons le même objectif, c'est l'emploi. L'emploi, c'est pour cela que nous avons déployé un système d'activité partielle, de chômage partiel, massif, inédit, jamais connu en France, le plus protecteur d'Europe, et qui, pour les 3 mois actuels, protège plus de 12 millions de salariés, encore 8,6 la dernière enquête, qui sont aujourd'hui en chômage partiel. La question qui se pose, c'est comment continuer à stimuler et à protéger l'emploi dans la deuxième phase dans laquelle nous sommes entrés, qui est celui de la reprise d'activité économique progressive. Les secteurs sont très inégalement touchés. Vous l'avez d'ailleurs sous-entendu. Il est clair que l'aéronautique ou l'aviation sont très touchés, l'automobile en partie, mais le secteur de l'agroalimentaire ou de la distribution alimentaire, lui, a continué, heureusement pour les Français, pendant tout le confinement, son activité. Et donc, dans ce contexte-là, ce n'est pas une démarche générale qui fonctionne, c'est une démarche spécifique, adaptée. Vous posez la question de l'interdiction des licenciements. Toutes les études et toutes les expériences qui ont été faites dans le temps, en France et dans d'autres pays, ont montré que sur le moyen terme, c'est une machine anti-emploi. Pourquoi ? Parce que ça fait chuter les recrutements, d'une part, et que ça n'évite pas les défaillances d'entreprises. Alors oui, il y a des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant. C'est sûr que la situation de confinement ne les a pas aidées et va plutôt renforcer leurs difficultés. Et donc, il va falloir avoir un examen à la fois sectoriel, vous l'avez dit, et donc le Premier ministre et l'ensemble des ministres ont déjà annoncé un plan sectoriel pour le tourisme, l'hôtellerie-restauration. Il y en aura un bientôt dans l'automobile. Il y aura des plans sectoriels adaptés. Et puis, il y aura aussi un plan de relance pour stimuler l'emploi, l'apprentissage et la formation, parce qu'il y aura beaucoup de mutations intersectorielles. Mais je crois que du point de vue des entreprises, il faut être vigoureux. Le but, c'est l'emploi, mais il ne peut pas amener une entreprise à aller vers la défaillance, qui serait encore pire, puisque à ce moment-là, c'est tous les emplois qui seraient perdus. Nous serons très attentifs au dialogue social, à la manière dont c'est accompagné, et nous serons très attentifs à la manière dont on peut aussi relancer l'activité. Par exemple, il y a des relocalisations stratégiques qui peuvent être utiles dans notre pays. C'est tout ce plan d'action qui sera annoncé la semaine qui vient. La parole est à notre collègue Nadine Grelet-Certenais pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question, à laquelle je souhaite associer tout particulièrement le sénateur Franck Montaugé, s'adresse à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec la collectivité territoriale. Je souhaite tout d'abord saluer ici le dévouement et le travail des élus locaux qui ont fait face à ce contexte inédit de crise épidémique. Comme l'ensemble du pays, les collectivités et leurs régies sont aux prises avec des difficultés financières sans précédent. Le manque de recettes se chiffre dès à présent en dizaines de milliards d'euros. Il est du devoir de l'État de ne pas abandonner les collectivités pour qui la baisse des recettes, notamment fiscales, risque d'engloutir leur épargne, qui ne représente pas moins de 46 milliards. Sans soutien conséquent de la part de l'État, le redémarrage économique que tout le monde souhaite ici ne pourra se faire dans de bonnes conditions.
Vous le savez, par la commande publique, les collectivités représentent 70% de l'investissement public dans les territoires. Ces acteurs locaux sont un maillot essentiel pour sortir du marasme actuel. Or, la confiance nécessaire à l'action publique ne sera pas au rendez-vous s'ils constatent que pour les 2 à 3 années à venir, leurs capacités de financement sont sérieusement diminuées. À crédit constant, les collectivités ne pourront pas jouer leur rôle moteur, alors que des nouvelles équipes municipales portent de nombreux projets de développement économique. Votre intervention récente en commission des finances au Sénat semblait indiquer que vous étiez consciente de la situation critique que nous traversons. Alors, concrètement, Madame la Ministre, quelle garantie immédiate pouvez-vous donner aux élus locaux qui veulent relancer l'économie de leur territoire par l'investissement? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la Ministre de la Cohésion des Territoires, des Relations avec les collectivités territoriales. La sénatrice, pour votre question qui me permet de rappeler d'abord l'action que le gouvernement mène déjà en la matière depuis le début de la crise, avec Sébastien Lecornu et bien sûr le ministre du Budget Gérald Darmanin et Olivier Dussopt. Nous avons demandé au préfet déjà d'accorder aux collectivités territoriales des avances sur les 12e de dotation globale de fonctionnement, mais aussi de fiscalité, afin de soutenir la trésorerie des collectivités qui en auraient besoin. Je constate qu'à l'heure actuelle, pour votre information et pour l'information du Sénat, seule une centaine de collectivités a eu recours à cette facilité de caisse, ce qui signifie que, au fond, globalement, la situation reste soutenable pour la plupart d'entre elles. J'ai également demandé au préfet de mobiliser la DETR et la DSIL avec souplesse pour relancer les travaux urgents dans nos territoires en soutien au tissu économique local. Maintenant, nous sommes en train d'évaluer par ailleurs les pertes des recettes engendrées par cette crise pour les collectivités. Vous avez vous-même avancé un chiffre. Vous savez que nous avons un travail d'évaluation que mène actuellement Jean-René Cazeneuve, président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée nationale, auquel le Premier ministre a confié une mission sur le sujet. Et nous avons bien sûr tous identifié des taxes qui ont beaucoup diminué pour certaines collectivités, comme la taxe de séjour, l'octroi de mer, les DMTO, la contribution économique territoriale, évidemment. Il rendra dans les prochains jours ses premières conclusions. Elles seront étudiées par le gouvernement dans la perspective d'un nouveau projet de loi de finances rectificative à venir prochainement, qui comportera des mesures en faveur des collectivités territoriales. Et puis, bien sûr, notre action ne s'arrête pas à ce niveau de ce budget rectificatif. Le projet de loi de finances pour 2021 sera également un moment essentiel, puisque les pertes de recettes engendrées par la crise se feront sentir à court, moyen et bien sûr long terme, de façon différée, si je puis dire. Le débat budgétaire pour le 2021 comprendra également une réflexion sur l'investissement dans nos territoires. Aujourd'hui comme demain, comme vous l'avez dit, nous n'abandonnerons pas les collectivités locales, Madame la sénatrice. Pour conclure. De nombreux outils existent et d'autres seront mis en place. Madame Grellet-Certenais, une réponse en flèche. Oui. Merci effectivement, Monsieur le Président. J'en parle d'autant plus que je suis très prochainement, je retourne auprès des élus locaux en tant que future maire de La Flèche dès la semaine prochaine. Merci, Monsieur le Président. Donc, ceci pour vous dire effectivement, et j'en témoigne d'autant plus individuellement que les élus locaux ont été au front toute cette période, qu'ils sont très inquiets, que ces budgets-là ne sont pas effectivement encore terminés. Ils font les comptes administratifs, ils sont en train de faire le prévisionnel, et donc on est loin du compte. Mais en tout cas, il y a une grosse inquiétude, et ça, vous êtes attendus, les élus locaux et les acteurs économiques qui nous sollicitent déjà sur le terrain, attendent des réponses très concrètes et rapides. Merci, Madame la sénatrice. La parole est à notre collègue Jérôme Bignon pour le groupe Les Indépendants. Pendant le confinement, dans le Monde du 14 avril, un journaliste observe que chaque juridiction a construit son propre plan en fonction de ses particularités en matière de contentieux et d'organisation. C'est le maintien de l'activité pénale d'urgence et le contentieux des libertés qui priment. La justice civile, c'est une autre affaire. D'après cet article, aucune chambre civile ne se réunit pour délibérer malgré la procédure sans audience prévue par une ordonnance du 25 mars.
Longtemps avocat moi-même, j'ai tenté de vérifier les informations contenues dans cet article par un très rapide et modeste tour de France des juridictions pour ne pas m'arrêter sur le ou les tribunaux qui auraient dysfonctionné. Durant une demi-journée, j'ai contacté mesdames les bâtonniers d'Amiens et de la Meuse, Verdun et Bar-le-Duc, messieurs les bâtonniers de Lille, Béthune et Angers, le bâtonnier d'Angers, coprésident de la conférence des bâtonniers du Grand Ouest, et un de mes anciens associés du barreau de Lyon, pour tenter de bâtir un échantillon représentatif qui rendrait ma question peut-être plus pertinente. De ces riches entretiens avec des bâtonniers engagés, je n'ai pas eu le sentiment d'une catastrophe généralisée. Pour 2 d'entre eux, tout a même bien marché. Les autres se sont exprimés sur l'un ou l'autre des points suivants. Petit 1, la justice avait manqué d'une doctrine nationale sur ce qu'il convenait de faire, laissant ainsi la porte ouverte à des initiatives locales, mais aussi à des absences d'initiatives. 2, ils ont déploré que le système informatique utilisé par les avocats avec les greffes RPVA ne soit pas accessible par les magistrats qui travaillent à la maison sur leur portable. Petit 3, la sécurité sanitaire met en conflit plusieurs vérités concurrentes, la santé des personnes, magistrats, avocats, greffiers, mais aussi justiciables. 2, le service des justiciables en droit de la famille en particulier. 3, la santé économique des cabinets d'avocats, avec le problème, entre autres, de l'aide juridictionnelle. 4, enfin, de dysfonctionnements nombreux mais pas généralisés liés au droit de retrait de certains magistrats, rendant impossible l'organisation d'audiences et occasionnant des retards de jugement. Il faudrait une mission d'information et une après-midi d'enquête ne suffit pas. Ma question est donc nourrie par des réponses variées, plutôt constructives. Quelles leçons entendez-vous tirer, Madame la garde des Sceaux, permettant un fonctionnement de la justice mieux adapté aux crises? La parole est à Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Bignon, merci d'avoir pris soin de faire cette enquête, même si elle est évidemment éparse, et de l'honnêteté de la question que vous me posez. Il est vrai que le fonctionnement de la justice pendant la période du confinement n'a pas été exactement celui que l'on a pu décrire ici ou là par des positions très catastrophiques. La justice a une partie visible et une partie cachée. La partie visible, c'est les palais de justice, c'est des lieux de rencontre. Et évidemment, en lien avec le Covid-19, dès le 16 mars, nous avons fermé les palais de justice pour éviter la propagation du Covid. Nous avons immédiatement pris plusieurs instructions pour tous les tribunaux, leur donnant un socle commun pendant cette période du confinement. Mais qu'y a-t-il de commun entre le tribunal de Paris, 1800 agents, et le tribunal de Mende, une petite vingtaine d'agents? Cela supposait forcément qu'il y ait une adaptation locale des instructions que nous pouvions donner au niveau national. Dans sa partie plus invisible, si j'ose dire, les magistrats, des magistrats et des greffiers ont pu continuer à travailler. Ils ont traité le contentieux de l'urgence, les référés, les urgences civiles, les urgences pénales. Ils ont rédigé des jugements. Je citais les 5650 jugements civils rédigés à Paris, les 600 jugements civils rédigés à Lille, et je pourrais multiplier les exemples. Il y a également des JLD qui ont beaucoup travaillé. À Lille également, plus de 1000 ordonnances des JLD. Bref, une activité soutenue, et tout cela a été rendu possible parce que, d'une part, nous avons pu, dans certains endroits, travailler tout à fait correctement avec les barreaux sur les procédures nouvelles que nous avions mises en place, je pense aux procédures sans audience, et nous avons également pu, et d'ailleurs pour les avocats, vous le savez, le ministère de la Justice, au-delà des dispositifs nationaux, a mis en place un système à hauteur de 50 millions d'euros d'avance sur l'aide juridictionnelle à venir, et puis nous avons pu également bénéficier de tout le travail qui avait été fait depuis 2 ans. Conclure. J'y pense, Monsieur le Président, de tout le travail qui a été fait depuis 2 ans en matière de numérisation du monde de la justice, avec les réseaux qui ont été renforcés, les ultraportables qui ont été distribués à tous les magistrats et à certains greffiers. Bref, nous devons développer ce travail sur le numérique, mais il est déjà bien enclenché. La parole est à notre collègue Michel Raison pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé. Les soignants n'ont pas attendu l'épidémie, Monsieur le ministre, pour démontrer leurs compétences. Les Français qui ont eu à connaître l'hôpital avant la crise sanitaire tenaient déjà en haute estime le personnel soignant, car ils mesuraient déjà le dévouement des aides-soignants, infirmiers, médecins, brancardiers, agents de nettoyage. Et depuis des mois, unanimement, ce personnel appelait à l'aide
et dénonçaient leurs conditions de travail. Ne commettons pas une nouvelle erreur de diagnostic. Le mal est profond, le mal est ancien. La réponse ne doit pas être ni contextuelle, ni provisoire. Ce qui serait pire. Prescrire médailles et participation à un défilé guerrier est dans le meilleur des cas une blague de mauvais goût, dans le pire une pique incendiaire. Le président de la République a annoncé un plan pour l'hôpital, dont on ignore tout pour le moment. Nous souhaitons tous en connaître les contours et son articulation avec tous les acteurs de santé. Nous nous méfions des discours de théâtre. Ce plan sera-t-il pensé de façon locale, articulé autour des territoires, des professionnels de santé qui sont au plus près des malades et des dysfonctionnements organisationnels? Êtes-vous prêts à une vraie décentralisation de la décision? Et enfin, mettre autre chose que des ARS, simples courroies de transmission de l'État central. En d'autres termes, êtes-vous prêts à rompre enfin avec le fléau bureaucratique, pour reprendre l'expression récente des professionnels de médecine exerçant dans l'hôpital public? Moi, je n'aurais pas osé. Pour vous répondre, la parole est à Adrien Taquet, secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Vous avez 2 minutes. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Michel Raison, permettez-moi tout d'abord de m'associer à l'hommage que vous avez rendu au personnel soignant dans cette crise, dès avant cette crise, qu'ils soient médecins, hospitaliers, infirmiers. Et oui, vous avez raison, il est désormais nécessaire, impératif de mieux prendre soin de ceux qui nous soignent. Et c'est en partant de l'expérience, de leur expérience notamment pendant cette crise, que nous devons bâtir ce plan pour l'hôpital que vous avez évoqué. Chacun devra y être associé. Les partenaires sociaux, évidemment, comme les collectifs hospitaliers. C'est tout le sens de la démarche que nous lançons, que le ministre Olivier Véran a lancée avec le Ségur de la Santé. Une première réunion se tiendra, vous le savez, je pense, lundi prochain. Et dès la fin du mois de mai, nous organiserons dans les territoires, en partant de l'expérience qu'ont vécu les soignants, ce retour d'expérience sur ce qui a fonctionné, sur les succès, les réussites, les attentes aussi de ceux qui ont fait tenir l'hôpital pendant cette crise. Cette crise a parfois confirmé des choses que nous savions. Elle a parfois aussi bousculé nos certitudes. Elle a permis de l'inventivité, de la créativité, des nouvelles pratiques. C'est tout ça que nous voulons, oui, monsieur le sénateur, faire remonter des territoires pour bâtir l'hôpital de demain. Alors les Français aspirent à une protection sociale qui soit forte, un modèle de santé qui soit à la hauteur, qui soit efficace. Et le gouvernement a envie d'aller vite. Les changements ne doivent pas intervenir dans plusieurs années, mais bien d'ici quelques mois. Le ministre Olivier Véran l'a dit en sortie de Conseil des ministres tout à l'heure. Nous n'avons été ni assez vite, ni assez fort. Et c'est de cela dont il s'agit désormais. L'objectif est que ce plan soit présenté cet été pour traduire tout ce qui peut l'être dans le prochain budget de la Sécurité sociale. Et vous aurez l'occasion ici d'en débattre. Nous n'avons pas besoin de faire un diagnostic. Le diagnostic, il est connu. Il faut désormais aller plus rapidement. Il n'y a pas de tabou. Il n'y aura pas de tabou, par exemple dans l'articulation entre le public et le privé. Et les agences régionales de santé que vous avez évoquées, que vous connaissez bien, ont su aussi montrer qu'elles pouvaient être en pilotage et en appui, et que l'on peut collectivement, avec probablement des améliorations, gouverner en proximité. C'est donc bien à l'échelle des territoires de santé, je conclus, Monsieur le Président, c'est bien à l'échelle des territoires de santé qu'il faut penser l'organisation des soins de demain, et nous comptons sur les sénateurs pour y apporter leur pierre, bien évidemment, dans les semaines à venir. Monsieur Raison, quelques secondes. Merci, Monsieur le Ministre. Vous n'avez pas répondu sur la partie de la bureaucratie. Vous savez qu'on avait un pourcentage trop important en France de bureaucratie par rapport au personnel soignant. J'espérais une réponse concrète. Et je souhaite aussi sincèrement que non seulement vous allez faire des espèces d'états généraux locaux, ça a été fait pour l'agriculture, ça n'a rien donné. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait une véritable création de synergie entre tous les acteurs de la santé, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés ou infirmiers. Et ça, vous ne m'avez pas répondu non plus. Merci. La parole est maintenant à Madame la Présidente Sophie Primas pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, je vous pose cette question comme Yvelinoise. Les Yvelines, premier département automobile d'Île-de-France, et j'y associe
l'ensemble de mes collègues yvelinois. Monsieur le Premier ministre, personne n'ignore ici les difficultés du groupe Renault, une gouvernance et un management difficiles, bouleversés, résultats difficiles, commerciaux, industriels, des tensions avec Nissan, personne n'ignore cela. Se rajoutent bien sûr aujourd'hui les effets de la crise. Renault vient d'annoncer moins 79% de ventes en avril en Europe. Hier soir, des informations ont été publiées par la presse indiquant que le plan de restructuration attendu du groupe Renault se traduirait par la fermeture ou la transformation au court ou moyen terme de plusieurs sites, dont principalement le site de Flins-sur-Seine. Monsieur le Premier ministre, l'État est un actionnaire important du groupe Renault. Il ne méconnaît donc en rien ses intentions. Le plan de soutien de relance du secteur automobile annoncé par Bruno Le Maire serait fondé sur un modèle, je cite, « plus durable ». Le site de Flins-sur-Seine, qui s'appuie sur un écosystème puissant de sous-traitants locaux, sur la proximité de centres de recherche, sur le véhicule autonome et propre, est le site de production emblématique de Zoé, au cœur d'un territoire d'industrie que vous avez mis en place récemment. Il est donc le site idéal pour servir de point de départ à cette stratégie de transformation vers plus de durabilité. Il ne saurait, Monsieur le Premier ministre, en être autrement. Et d'ailleurs, vous allez probablement octroyer dans les jours qui viennent un prêt garanti de l'État de 5 milliards d'euros à Renault en souhaitant conforter sa tranche électrique. Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous confirmer que l'État n'acceptera pas de Renault un plan de restructuration synonyme de désindustrialisation, mais appuiera et investira pour un plan de transformation assurant un véritable avenir industriel de long terme sur le cœur de métier de Renault, la construction automobile. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, c'est quelque chose, Renault. C'est un fleuron de notre histoire industrielle, de notre histoire économique, de notre histoire sociale aussi, à bien des égards. C'est un groupe mondial par l'alliance qu'il a su construire et défendre avec Nissan et avec Mitsubishi. C'est un groupe enraciné dans notre pays. Vous avez cité Flins dans les Yvelines, bien entendu. Je pourrais moi-même citer Sandouville en Seine-Maritime, dont je me réjouis d'ailleurs qu'il puisse à nouveau fonctionner le 22 mai prochain. Et c'est un groupe dont l'État est actionnaire. Nous sommes donc attentifs, extrêmement attentifs, vous l'imaginez bien. Il y a deux choses qui sont à constater avec la force de l'évidence. D'abord, le secteur automobile, pas seulement en France, partout dans le monde, connaît un coup de frein, si vous me permettez cette expression, massif et brutal. Vous avez cité les chiffres des diminutions de ventes pour le mois d'avril, de l'ordre de 75 à 80%, c'est du jamais vu. Et ce chiffre, tout laisse à penser qu'il ne devrait pas être excellent non plus au mois de mai. Et c'est vrai pour Renault, comme ça l'est d'ailleurs pour tous les autres constructeurs, à des degrés parfois un peu divers, mais enfin néanmoins dans des ordres de grandeur qui sont assez similaires. Donc, premier élément, le secteur automobile, dans sa globalité, connaît une transformation massive et jamais vue, d'une brutalité, d'une intensité jamais vue. Deuxième élément que personne ne conteste, et qui était d'ailleurs déjà dans l'atmosphère, si j'ose dire, avant la crise que nous connaissons, la nécessité, pour Renault, comme pour d'ailleurs tous les acteurs industriels, et singulièrement les acteurs automobiles, de poursuivre, d'accélérer, d'approfondir ces opérations de transformation et d'adaptation parce que le marché est compétitif, parce que la compétition d'ailleurs sur le secteur automobile est féroce, parce que les transformations de produits doivent être rapides avec l'électrification, avec la diminution des émissions de gaz à effet de serre, avec la nécessité donc d'adapter cette culture automobile aux exigences des temps nouveaux, si vous me permettez ces grands mots, mais enfin c'est quand même bien ça dont il s'agit. La stratégie, la nécessité dans laquelle Renault se trouve, c'est d'abord de renforcer l'alliance. Vous savez que pour Renault, c'est un objet et un enjeu vital. C'est ensuite d'adapter ses modèles, son organisation, aux circonstances que nous connaissons. C'est de renforcer sa compétitivité. Et c'est un effort qui doit toujours être assumé, consenti, car on ne vit pas durablement dans le marché automobile si on n'est pas compétitif. Et on disparaît rapidement. C'est sécuriser sa capacité d'investissement.
les coûts fixes de Renault sont considérables, comme toute grande entreprise industrielle d'ailleurs. Sans recettes, parce que sans vente, la sécurisation de ses capacités, de sa trésorerie et de ses capacités d'investissement devient un enjeu majeur, et l'État, vous l'avez dit, est au rendez-vous pour l'accompagner. Je pense que le constructeur, je ne suis pas directeur de la stratégie de cette entreprise, je ne suis pas son président, mais je pense que le constructeur doit formuler un plan qui est un plan non pas défensif mais offensif. Il est toujours mieux dans ces circonstances de franchir plus vite encore les étapes qu'on prévoyait de franchir plutôt que d'essayer de défendre le plus longtemps possible une position qui en vérité serait intenable. Nous serons extrêmement attachés, intransigeants même, je dirais, à la préservation du site France, des sites France. Renault est une entreprise mondiale, c'est vrai, mais enfin sa marque française est évidente et donc nous serons extrêmement exigeants sur ce point. Nous serons extrêmement exigeants sur le fait que la France demeure le centre mondial pour Renault de l'ingénierie, de la recherche, de l'innovation, du développement. C'est quelque chose dont vous savez, et d'ailleurs dont le département des Yvelines sait, combien c'est précieux pour préparer l'avenir et pour garder une capacité à préparer l'avenir. Nous serons extrêmement attachés, et je crois que le président de l'entreprise est extrêmement attaché lui aussi, à la qualité du dialogue et de l'accompagnement social. Personne ici ne met en doute, je crois, les capacités et l'attachement du président de Renault au dialogue et à l'accompagnement social dans les décisions et dans la stratégie qui doit être prise. C'est avec ce prisme que nous allons étudier les propositions du constructeur. Vous avez évoqué des informations relatives à un plan qui n'a pas encore été présenté. Il est donc difficile, et vous le comprendrez parfaitement, je pense, Madame la sénatrice, pour moi de répondre dans le détail à un plan qui n'est pas encore présenté et qui n'est donc probablement pas encore arrêté. Mais je veux dire et rappeler et répondre à votre question en disant notre attachement au site de Flins, qui en effet représente quelque chose dans le fonctionnement de l'entreprise et qui doit, dans toute la mesure du possible, être préservé parce qu'il est, je l'ai dit, important, parce que nous sommes attachés au site France et parce qu'il y a une forme de responsabilité de l'entreprise à avancer, à se transformer, à expliquer le besoin de transformation, mais aussi à tenir compte des réalités du pays qui l'accueille et qui, d'une certaine façon, la fait vivre. Madame la Présidente, quelques secondes. Quelques secondes, merci Monsieur le Président, pour dire au Premier ministre que depuis très longtemps, tous les élus territoriaux, et j'ai eu Valérie Pécresse ce matin, présidente de la région, le président du département, tous les élus territoriaux, on est volontaires depuis de nombreuses années pour accompagner la dynamique de transformation de l'industrie automobile, d'une façon générale d'ailleurs, dans le département des Yvelines. Nous ne supportons plus la désindustrialisation continue de notre territoire et pour cela, nous sommes prêts à investir auprès de l'État et auprès de Renault pour assurer cette transformation de notre département. Merci. La parole est à notre collègue Bernard Jomier pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le 26 février dernier, j'interrogeais Olivier Véran dans cet hémicycle sur les moyens attribués aux hôpitaux et aux professionnels de ville pour faire face à l'épidémie de Covid. Sa réponse fut courtoise comme toujours. Aujourd'hui, j'aimerais que la vôtre soit précise. Avec mes collègues Jacques Bigot et Olivier Jacquin, je souhaite vous interroger d'abord sur l'hôpital où deux rythmes de décision s'imposent. Un rapide, nécessitant effectivement pas des mois et des mois d'échange, qui est la revalorisation des rémunérations. N'en restez pas aux mesures parcellaires et homéopathiques de votre prédécesseur. La réponse doit nous conduire à rétribuer nos personnels soignants comme un pays européen qui place la santé publique au premier rang de ses priorités. Quand annoncerez-vous des décisions en la matière ? Un second tempo impose de repenser l'organisation de notre système de soins, de revoir la place, les missions et l'organisation de l'hôpital et en particulier de redéfinir ses moyens en fonction de ses missions et non l'inverse. Le président de la République a à demi-mot semblé admettre les carences de la loi de 2019 qui n'a pas su défaire les méfaits du concept d'hôpital-entreprise. C'est un premier pas. Il faut aussi redéfinir l'articulation avec les acteurs de ville et médico-sociaux écartés pendant près de 2 mois de la gestion de l'épidémie par une décision prise au sommet, alors qu'ils ont bien souvent démontré leur capacité d'adaptation et de réponse au plus près du terrain, leur capacité à aller vers les populations et les territoires les plus touchés par l'épidémie, ce qui est le fondement de toute réponse efficace.
Sur ces chantiers, un nouveau catalogue de mesures, un nouveau projet de loi parachuté d'en haut avec des experts serait une nouvelle erreur. Et les indications d'Olivier Véran, il y a quelques heures, ne nous rassurent pas à ce sujet. Il faut maintenant des états généraux impliquant l'ensemble des acteurs et les Français, bien sûr. Comment concevez-vous ce temps? Quelles garanties pour assurer que les usagers et les soignants, d'hôpital ou de ville, seront écoutés et entendus? Et quel en est le calendrier? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Jomier, je vais m'évertuer à être aussi courtois que précis. Je sais, d'une part, que vous suivez avec attention tous ces sujets-là depuis longtemps. Je sais aussi que vous avez passé plusieurs semaines pendant la crise à l'hôpital de Melun et je ne doute pas que vous aurez des propositions très concrètes nées de cette expérience à formuler durant les semaines à venir sur ce qui va et ce qui ne va pas depuis plusieurs années. Car nous le savons, vous le savez, chacun sur ces bancs le sait, le mal-être des soignants ne date pas de 2017, bien évidemment. Alors cette réforme à laquelle nous engageons est beaucoup plus vaste que uniquement l'hôpital, vous l'avez un peu évoqué, puisqu'elle va couvrir l'ensemble du champ de la santé, en impliquant le médico-social, mais aussi la médecine de ville, évidemment, et nous l'avons pensé, engagé depuis notre arrivée pour mettre fin à des années de dégradation et de sous-investissement. Alors aujourd'hui, la feuille de route est claire. Nous allons augmenter les rémunérations des personnels soignants. Ça a été dit à plusieurs reprises par le Président de la République, par le Premier ministre, par le ministre de la Santé. Nous allons proposer un plan d'investissement ambitieux. Vous savez qu'il était déjà question d'une reprise importante de la dette des hôpitaux, mais d'autres voies peuvent être explorées en complément. Et nous allons enclencher une transformation profonde de tout ce qui ne tire pas l'hôpital et la santé de nos concitoyens vers le haut. Et il y a une seule contrainte, monsieur le sénateur. La seule contrainte, c'est d'être à la hauteur des attentes des soignants et d'engager très concrètement des transformations, oui, qui seront profondes, durables. Les moyens seront au rendez-vous et nous allons travailler, avancer ensemble avec les soignants, avec les patients. Je l'ai évoqué tout à l'heure sur la méthode. Le ministre Olivier Véran a annoncé la mise en place aussi d'une plateforme numérique où les soignants vont pouvoir venir alimenter de leurs propositions, de leur expérience pour créer ce modèle territorial de santé ensemble, qui sera adossé non seulement à l'hôpital, mais aussi qui associera la médecine de ville et le médico-social. Olivier Véran, vous le savez, écoute depuis son arrivée l'ensemble des acteurs, et c'est avec eux, avec vous aussi, qu'il veut construire la santé de demain. C'est tout le sens du Grenelle qui débutera lundi prochain. La parole est à notre collègue Catherine Fournier pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est une question partagée et portée par mon collègue Jean-Marie Vanlerenberghe que je vais vous poser. Le 7 mai dernier, Monsieur le Premier ministre annonçait le versement d'une prime pour le personnel des EHPAD via l'assurance maladie, ce dont nous nous réjouissons tous, bien sûr. Mais pas un mot pour le personnel intervenant au domicile des personnes dépendantes. Rien pour ces salariés engagés en première ligne depuis le début de la crise sanitaire et qui ont permis aux plus fragiles, âgés ou handicapés, d'être pris en charge et de mieux supporter l'isolement lié au confinement. C'était pourtant la promesse qui avait été faite par le Premier ministre lui-même le 15 avril dernier. Dans un communiqué publié le 11 mai, Monsieur le ministre de la Santé a cependant réaffirmé sa volonté d'accorder une prime en faveur de cette profession, tout en souhaitant que celle-ci soit financée et versée au SAAD et SIAD par les conseils départementaux dont c'est la compétence. Or, vous le savez bien, ce mécanisme ne garantit pas une égalité de traitement des aides à domicile sur tout le territoire, puisque le financement de cette prime dépendra de l'état budgétaire de chaque département. Il serait donc injuste que ces salariés pâtissent de la gouvernance dont ils dépendent. La crise sanitaire a démontré leur dévouement, leur écoute. Ils forment un maillon essentiel dans la chaîne des soins. Par leur mobilisation, ils ont contribué à ce que l'hôpital ne soit pas submergé. Ils étaient présents, travailleurs de l'ombre, d'aucuns diraient invisibles de la République. La réalité est là, ils souffrent d'une rémunération basse, de l'ordre de 900 € net par mois, rémunération qui n'est pas en adéquation avec l'effort fourni.
Monsieur le ministre, ma question est simple. Allez-vous attribuer à cette profession, dans des conditions de justice et d'égalité territoriale, une prime financée par l'État et équivalente à celle que vous comptez verser au personnel des EHPAD? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Cette crise n'a pas révélé, elle a probablement davantage exacerbé la vulnérabilité d'un certain nombre de nos concitoyens, des personnes âgées qui sont à leur domicile, ou les personnes qui sont moins autonomes que chacun d'entre nous. Et face à cela, oui, il y a un rôle primordial qui a été mené au quotidien, qui s'est trouvé renforcé pour toutes les personnes qui interviennent, ces aides à domicile. Et il est effectivement important, il est indispensable, il est juste même, vous avez utilisé ce mot, de reconnaître le travail et les missions accomplies par les aides à domicile pendant cette période. Beaucoup de professionnels s'interrogent, vous en faites le relais aujourd'hui, et à raison, sur les conditions de versement d'une prime exceptionnelle. Les services d'aide à domicile relèvent, vous le savez, vous l'avez évoqué, de la compétence des départements. Et vous le savez aussi, c'est une situation différente pour les EHPAD ou les SIAD, où c'est l'assurance maladie qui financera la totalité des primes. Partout où l'État le pouvait, il est intervenu. Pour les infirmières qui exercent dans les services de soins infirmiers à domicile, intégralement rémunérées par l'assurance maladie, la prime leur a été accordée. Pour les personnels des EHPAD, qui sont des établissements que l'assurance maladie finance en partie, la prime a été accordée. En revanche, les services d'aide à domicile relèvent de la compétence départementale. Alors, l'État travaille depuis plusieurs semaines, avec la ministre Jacqueline Gourault, Olivier Véran, sur ce sujet-là, en concertation avec tous les départements. Et je réaffirme ici le souhait du gouvernement, effectivement, qu'un geste soit fait en faveur des aides à domicile. Cela a été dit à l'Association des départements de France. Et si vous me permettez de changer de casquette un instant pour revêtir celle de la protection de l'enfance, j'ai dit la même chose pour les travailleurs sociaux à l'Association des départements de France. Enfin, dans le cadre du Ségur de la santé, il y aura une réflexion, vous l'avez compris, sur le secteur médico-social, où il faudra que nous en terminions enfin avec ces silos entre la médecine de ville, l'hôpital, le médical, le médico-social, le social, et que nous puissions à l'avenir avoir des réponses plus uniformes. Merci. Mes chers collègues, nous en avons terminé, mais par courrier en date du 19 mai, Monsieur le Premier ministre m'a informé que le gouvernement fera, en application de l'article 50-1 de la Constitution, une déclaration suivie d'un débat et d'un vote relative aux innovations numériques dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, et ce, le mercredi 27 mai au soir. En conséquence, la suite de l'examen du projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes, ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne est reportée au jeudi 28 mai, à l'issue de l'ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain, et éventuellement sera poursuivi le soir. Acte est donné. Après concertation avec les présidents de groupe et le gouvernement, nous pourrions prévoir, à la suite de la déclaration du gouvernement, un temps attribué aux groupes politiques, réparti de la manière suivante: 7 minutes pour les groupes Les Républicains, Socialistes et Républicains et Union Centriste, 5 minutes pour les autres groupes et 3 minutes pour les sénateurs n'appartenant à aucun groupe. Après la réponse du gouvernement, s'ouvrira une séquence de 11 questions-réponses, à raison de 3 questions pour le groupe Les Républicains, 2 questions pour le groupe Socialiste et Républicain et le groupe de l'Union Centriste, et 1 question pour les autres groupes. Il n'y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Je rappelle que notre prochaine séance de questions d'actualité au gouvernement aura lieu le 27 mai 2020 à 15 h, mais que le mardi 26 mai à 9h30, nous les reprenons, se déroulera une séance de questions orales. La séance est levée.
Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement qui se termine donc sur cet agenda et sur cette déclaration pour la semaine prochaine. On a donc appris que la déclaration du gouvernement suivie du débat sur Stop Covid aurait lieu au Sénat mercredi 27 mai au soir. Cette séance de questions d'actualité a sinon été largement consacrée une nouvelle fois au Covid-19 et aux conséquences de cette épidémie, conséquences déclinées sur le volet social, le volet économique, au niveau bien sûr du Ségur de la santé, ce nouveau plan pour l'hôpital qui n'a pas encore été détaillé, mais aussi autour de la dimension européenne de cette crise. L'Union européenne n'a pas rien fait, a d'ailleurs expliqué le Premier ministre Édouard Philippe, mais pour lui, cette Union européenne n'a pas toujours été à la hauteur. Écoutez le Premier ministre. Est-ce que véritablement elle a été à la hauteur de cette crise? Je ne le crois pas, Monsieur le Président. Et comme toujours, lorsque nous nous retrouvons dans une situation de crise, de difficulté, il faut soit le constater, vivre avec, et puis peut-être, le cas échéant, le déplorer, soit trouver des solutions pour y remédier. Bien souvent, lorsque la crise européenne est là, c'est dans la capacité de la France et de l'Allemagne à s'entendre et à entraîner, non pas à décider pour les autres. Ce serait inenvisageable. Mais à s'entendre pour entraîner que l'on trouve la solution. C'est très exactement ce qui s'est passé, ou plus exactement ce qui est en train de se passer, puisque la France et l'Allemagne se sont mis d'accord pour un plan très ambitieux, sans précédent, visant à permettre le financement d'une relance à hauteur de 500 milliards d'euros, grâce à la capacité de la Commission, la nouvelle capacité de la Commission, à créer de la dette de façon à alimenter le marché, l'investissement, la relance. Voilà pour cette réponse d'Édouard Philippe qui a ouvert le bal de ces questions d'actualité au gouvernement, une réponse qui était consacrée à l'Union européenne et au plan franco-allemand de 500 milliards d'euros. À noter qu'il n'y a pas eu de questions sur les élections municipales lors de ces questions d'actualité. Elles devaient pourtant bien être dans les esprits. À mes côtés, la présidente de la Commission des affaires économiques, la sénatrice LR des Yvelines, Sophie Primas. Bonjour. Bonjour. Vous avez posé une question sur ce plan de restructuration autour de Renault, avec notamment restructuration pour Flins dans les Yvelines. Avez-vous été satisfaite par la réponse d'Édouard Philippe? Édouard Philippe qui a dit qu'il était très attaché à la préservation des sites France, mais qui n'a pas commenté plus que cela ce plan qu'il dit ne pas encore connaître. Je crois que c'était très important pour moi de poser cette question pour alerter le gouvernement sur des bruits qui sont des bruits persistants. Le Premier ministre a bien noté que le plan de restructuration n'est pas encore publié par le groupe Renault, donc officiellement rien aujourd'hui n'est décidé, rien ne commence à être négocié. Néanmoins, c'est la deuxième fois, en ce qui concerne le site de Flins, que nous avons des bruits relayés par la presse sur un avenir en tout cas interrogé sur ce site de Flins-sur-Seine. Et donc voilà, c'est mon territoire, c'est ma ville, c'est mon territoire du Nord-Yvelines et c'est très important pour le département des Yvelines. Et vous êtes par ailleurs présidente de la Commission des affaires économiques. Absolument. Or, l'État est premier actionnaire de Renault. Avec 15% du capital, il prévoit de garantir un prêt de 5 milliards d'euros pour le constructeur. Cela a été rappelé à plusieurs reprises lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. C'est un problème pour vous? Oui, c'est pas un problème. En tout cas, ça doit donner des grandes orientations sur les sites et sur la stratégie que Renault va devoir suivre. On sait que l'électrification de son parc de véhicules est important. C'est la raison pour laquelle je ne comprendrais pas que le site de Renault-Flins subisse des transformations extrêmement importantes et structurelles, puisque c'est le site emblématique de la non moins emblématique Zoé, qui est le risque qu'a pris Carlos Ghosn il y a quelques années en orientant la production de Renault sur cette voiture électrique, qui est aujourd'hui la première voiture en part de marché. Donc il y aurait quelque chose de
paradoxal et de contradictoire entre la volonté de relocalisation industrielle du gouvernement, sa volonté de verdissement dans le soutien à l'industrie automobile. Nous sommes là au cœur de la problématique. Est-ce que vous jugez qu'il faut finalement assujettir les aides de l'État à des exigences sociales, l'État qui a déjà imposé de ne pas verser de dividendes? Est-ce qu'il faudrait aller plus loin sur ces plans de restructuration? Mais je ne suis pas sûre que d'imposer des choses dans le cadre de la restructuration industrielle, c'est tout le temps pertinent. En tout cas, il faut au moins être sûr que ça ne soit pas contradictoire avec ces objectifs. L'objectif du gouvernement, c'est relocalisation, réindustrialisation, transition écologique. Là, entre l'avenir du site de Flins qui réunit toutes les conditions et les ambitions du gouvernement, je ne vois pas une feuille de papier. Donc je verrais une grosse contradiction dans toute autre décision. Eh bien, merci beaucoup Sophie Primas d'avoir répondu à mes questions. Je vais à présent avoir le plaisir d'accueillir Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Jacqueline Gourault, bonjour. Bonjour. C'est un sujet dont on a étonnamment pas parlé lors de cette séance de questions d'actualité au gouvernement, mais qui est certainement dans les esprits de beaucoup de sénateurs. Je parlais des municipales. Les chefs de parti sont conviés à Matignon d'ailleurs tout à l'heure pour parler du second tour des municipales. Vous entendez déjà l'opposition qui accuse le gouvernement de vouloir ouvrir le parapluie, de vouloir partager les responsabilités. Qu'est-ce que vous leur répondez et est-ce le cas? Je leur réponds que quand on est un acteur de la vie publique française, de la vie politique française, c'est bien normal que les différentes institutions, les groupes politiques, les chefs de parti donnent leur avis. Ça me semble de la transparence démocratique. Après, chacun sait que la responsabilité de prendre le décret adviendra, ce sera le gouvernement, mais le gouvernement aura partagé les avis avec les forces politiques de notre pays. Pour vous, est-il encore souhaitable d'organiser un débat et un vote au Parlement sur la question du second tour? On a senti en début de semaine que c'était plus incertain. C'est le Premier ministre qui en décidera. Cette journée aujourd'hui est importante puisqu'il voit l'ensemble des partis politiques avec leurs chefs de parti. Donc je pense que le Premier ministre prendra sa décision à la suite de cette consultation. Alors on entend déjà certains se positionner, par exemple le président du groupe La République En Marche au Sénat, François Patriat, mais aussi par exemple Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Ils ne sont pas très favorables à des élections municipales en juin, ils préféraient même mars 2021. Est-ce que vous êtes de leur avis? Chacun exprime son avis. Et ses préférences. Ce que je sais, moi, c'est qu'hier, par exemple, le président de la République avait organisé une réunion avec 21 maires de France, la même réunion qu'il y a quelques semaines, et nous avons évoqué ce sujet. Et les 21 maires qui étaient là, représentant toute strate, toute tendance politique, etc., ont exprimé tous la volonté que ça se passe en juin. Donc je constate. Pouvoir aussi lancer la vie démocratique locale. C'est un constat que je fais, et bien sûr le président de la République et le Premier ministre prendront leurs décisions après avoir écouté l'ensemble des forces politiques. Comment faire campagne pour vous? Finalement, les difficultés soulevées par le Conseil scientifique, elles étaient moins sur la date que sur les difficultés à faire campagne. Et finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra retrouver des réelles bonnes conditions pour pouvoir faire une campagne. Oui, alors c'est vrai que c'est ce que dit le Conseil scientifique. Il parle moins de la journée du vote où les gestes barrières, les installations vont sécuriser le vote que la campagne en elle-même. Alors ceci dit, il faut toujours relativiser, peut-être, je le dis comme cela, vous savez qu'en temps normal, si un deuxième tour avait lieu dans un timing, si je puis dire, classique, c'est un deuxième tour qui se fait en une semaine, puisque s'il n'y avait pas eu report du deuxième tour, vous avez des listes qui sont déposées le mardi soir et vous avez jusqu'au vendredi soir pour faire campagne. C'est-à-dire que vous avez 3 jours pour faire campagne. Bon, là, il faut aussi imaginer qu'une campagne puisse se faire un peu différemment ou puisse utiliser aussi les visioconférences, etc. C'est ce que nous n'arrêtons pas de faire au gouvernement depuis le confinement, même encore maintenant, puisque nous avons un déconfinement progressif. Donc on peut être aussi créatif et arriver sûrement
encore à faire campagne de cette manière. Eh bien, merci beaucoup Jacqueline Gouraud d'avoir répondu à mes questions et vous étiez bien présente là, ici, dans cette salle. Merci beaucoup. Maintenant, à mes côtés, le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau. Bonjour. Bonjour. Ce sujet des municipales était certainement dans toutes les têtes, même s'il n'y a pas eu de questions tout à l'heure. Êtes-vous favorable à des municipales le 28 juin? Depuis le départ, j'ai indiqué que les municipales, ça ne devait pas être un choix politique. Ça devait simplement être un choix sanitaire pour la santé des Français. Ou bien c'est possible, et on nous dit que c'est vraiment possible, mais pour l'instant le comité scientifique est extrêmement prudent. Si c'est possible, vraiment, avec le deuxième rapport... Mais il ne dit pas que c'est impossible. Non, il dit qu'il va y avoir un deuxième rapport. Donc attendons le deuxième rapport, et si c'est possible, on le fait. Si ce n'est pas possible, on prend le temps, et surtout on ne fait pas courir de risques aux Français. Mais si c'est 15 jours seulement avant le 28 juin, ce qui est prévu pour l'instant, ça laisse très peu de temps peut-être pour faire campagne pour les candidats. Vous comprenez les difficultés que ça soulève? Non, mais dans tous les cas, une campagne pour un second tour, c'est 8 jours. Entre un premier et un second tour, c'est 8 jours. Donc le fait qu'il y ait 15 jours, non. Le fait est que, vraisemblablement, que cette campagne-là, même si elle dure un peu plus longtemps, sera très contrainte en matière de rassemblement parce qu'il y a la distanciation sociale. Et ça, on ne peut pas mésestimer le risque avec, par exemple, des rassemblements qui devront sans doute être interdits. Il faudra faire une autre forme de campagne. Est-ce que vous estimez que l'exécutif qui reçoit les chefs de parti tout à l'heure cherche à faire porter le chapeau aux oppositions sur ce sujet? Ne lui aviez pas, vous, justement reproché de ne pas avoir clairement consulté, débattu au premier tour? Ah non, mais justement. Ah ben justement, il nous avait consulté au premier tour et il nous avait indiqué d'ailleurs qu'il n'y avait pas de problème. On était au stade 2 de l'épidémie, ça avait duré 10 minutes sur une réunion qui avait elle-même duré plus de 2 heures. Et puis, c'était le jeudi, et puis tout à coup, précipitamment, le Premier ministre vient la veille à 19h30 devant les caméras de télévision dire qu'on passe au stade 3 de l'épidémie et qu'il boucle tous les lieux publics. Et que le scrutin aura quand même lieu tout avait changé le lendemain. Votre tout avait consultation changé. Donc, et en plus, on a essayé ensuite de mettre sur le dos d'opposition cette décision qui ne relevait pas d'ailleurs des oppositions, mais bien du président de la République et du Premier ministre. Donc voilà, nous, on a voté d'ailleurs ici, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, à une très large majorité, une loi. Cette loi dit quoi? Elle dit qu'il y a le rapport du comité scientifique, il y a un conseil des ministres et que c'est désormais au Premier ministre, au gouvernement de trancher. Cette loi d'ailleurs avait prévu le deuxième tour à la fin du mois de juin, bien sûr, si les conditions sanitaires étaient réunies. Bruno Retailleau, Emmanuel Macron, lundi, dans un documentaire qui a été diffusé lundi soir, a déclaré que le gouvernement n'avait jamais été en rupture sur les masques. Il a défendu ce qu'il a appelé une doctrine restrictive, qui était pour lui la bonne chose à faire. A-t-il raison pour vous? Non, il a tort. Et ce qu'il a dit est faux. Et j'affirme. Et il n'aurait pas dû le dire. Il est président de la République. Et il devrait avoir un rapport à la vérité plus transparent vis-à-vis des Français. C'est important parce que quand on mène un combat, on doit inspirer la confiance. Et le manque de confiance des Français, puisque les Français sont sans doute un des peuples de l'Europe qui est le plus sceptique vis-à-vis de ses dirigeants, vis-à-vis de la façon dont ils ont conduit la lutte contre l'épidémie. Et je pense qu'il peut y avoir des fautes. Il y a eu une première faute, l'impréparation, l'imprévoyance, pas assez de masques. Tous les Français le savent. Et lorsqu'il dit que personne ne parlait des masques, notamment au mois de mars, c'est faux. Le personnel soignant en hôpital, dans les EHPAD, les médecins généralistes, les chirurgiens dentistes, tout le monde en parlait. Qu'imputable qu'à cet exécutif, rappelons-le. Non, mais attendez, ce qu'il dit, vous me questionnez sur ce qu'il a dit. Il a dit très exactement qu'au mois de mars, au début mars, personne n'en parlait. Faux. Je connais plein de médecins généralistes qui n'étaient pas dotés en masque. Et les Français ont bien vu qu'il y avait cette imprévoyance. Mais à cette première faute d'impréparation, il en ajoute une seconde, qui est le déni vis-à-vis de la vérité. Il faut que la vérité, et les Français le savent bien parce qu'ils ont du bon sens, eh bien non, il y a eu un loupé, un énorme loupé de l'exécutif, notamment vis-à-vis des masques. Et le président de la République doit dire la vérité aux Français. Il ne doit pas s'enferrer dans quelque chose qui relève, je trouve, vraiment d'une conception un peu hasardeuse du rapport avec la vérité. C'est un mensonge. C'est un mensonge, oui. Toute dernière question. Le Conseil d'État, lundi soir, a demandé au gouvernement de lever dans les 8 jours l'interdiction de réunion dans les lieux de culte. C'était un sujet qui vous tenait à cœur. J'imagine que c'est pour vous une bonne nouvelle. Quelle doit être la suite?
C'est une bonne nouvelle parce que moi j'avais demandé que les lieux de culte puissent être traités comme les autres lieux publics. D'ailleurs, beaucoup de lieux de culte appartiennent notamment aux collectivités territoriales et je ne voyais pas pourquoi ce serait plus dangereux d'entrer dans une église, une synagogue ou je ne sais où, alors qu'on peut rentrer dans une rame de métro dans des heures de pointe où les gens se pressent les uns sur les autres. Donc là aussi, je pense que le gouvernement avait méconnu une de nos libertés fondamentales qui est la liberté de culte. Je reconnais aussi que le gouvernement a un rapport avec la liberté un peu particulier. Il y a quelques jours, on vient de déférer au Conseil constitutionnel la fameuse loi Avia qui privatise la censure quand même, au bénéfice notamment des GAFAM, voilà, des sociétés multinationales américaines. Donc je trouve que là aussi, ce n'est pas la conception de la liberté que nous avons ici au Sénat, en tout cas pour mon groupe Les Républicains. Effectivement, un texte que vous avez envoyé au Conseil constitutionnel. Merci beaucoup Bruno Retailleau d'avoir répondu à mes questions. Et à présent, le président du groupe UC, Hervé Marseille, il a ouvert tout à l'heure le bal des questions d'actualité au gouvernement. C'est une question, et bien sûr, ce plan de relance ce plan franco-allemand de 500 milliards d'euros. Est-ce pour vous aujourd'hui une révolution que ce plan ? En tous les cas, c'est une nouveauté parce que, comme l'a rappelé le Premier ministre, jusqu'à présent, l'Allemagne refusait qu'on utilise l'Europe pour faire des emprunts. C'est un sacré changement de pied. Ah, c'est un sacré changement de pied. Alors, on est passé d'une Europe qui était impotente, sur laquelle on pouvait s'inquiéter puisqu'il ne se passait rien. On se souvient de l'intervention des Chinois au début de la crise, des plaintes légitimes des Italiens qui disaient mais enfin que fait l'Europe ? Et puis d'un seul coup, il y a cette nouvelle qui est excessivement importante, qui est que les Français et les Allemands s'entendent enfin pour débloquer la situation et faire en sorte que l'Europe puisse s'endetter. C'est un signal politique, c'est un rattrapage par rapport à ce début de la crise du Covid où vous l'avez rappelé, eh bien, il y a eu toutes les défaillances de l'Europe qui ont été soulignées. Absolument, mais ce n'est pas fini, hein. Je veux dire, il y a déjà un beau premier point, c'est cet accord franco-allemand. Maintenant, il faut faire partager cet enthousiasme aux 27, c'est-à-dire aux 25 autres. De l'Europe des 27. Voilà. Et donc, il va falloir convaincre les Autrichiens, les Hollandais. Ça ne va pas être une partie facile. Mais enfin, à partir du moment où le moteur franco-allemand, j'allais dire, se met à nouveau à tourner avec détermination, en tous les cas, c'est un signe fort. Hervé Marseille, la semaine dernière, je vous ai interrogé sur cette question des municipales au mois de juin. C'est original, ça, les municipales en ce N'est-ce moment. pas ? Oui. Les municipales au mois de juin, le 28 juin. Bon, depuis, nous avons eu l'avis du Conseil scientifique. Quelle en a été votre lecture ? Est-ce que ça vous convainc qu'on peut le faire au mois de juin ou pas ? J'ai vu que le Conseil scientifique disait qu'il était ni pour ni contre, bien au contraire. Il a dit au gouvernement que c'est son rôle au gouvernement. Il a dit au gouvernement, c'est à vous de décider. Le gouvernement, visiblement, se tourne d'abord vers le Parlement en disant qu'est-ce que vous en pensez. Visiblement, la réponse, en tous les cas du Sénat, c'est de dire c'est faites au mieux. Hein. Et aujourd'hui, ce sont les chefs de parti qui sont sollicités. Et puis, à nouveau, le Conseil scientifique début juin. C'est une question épineuse parce qu'on ne sait pas véritablement quelle va être la situation sanitaire fin juin. Personne ne veut porter le chapeau d'une date qui ne serait pas adéquate, Hervé Marseille. Ce n'est pas un problème de chapeau, c'est un problème de choix de date. C'est au gouvernement, c'est sa compétence de le faire. En tous les cas, nous, ici au Sénat, on a dit déjà depuis plusieurs jours que si on était interrogé, nous ne nous manifesterions pas. C'est au gouvernement de le faire. On a déjà voté. D'habitude, on ne nous demande rien, on fait des ordonnances. Et cette fois-ci, on voudrait qu'on vote 2 fois. C'est-à-dire qu'on a déjà voté le texte et on voudrait qu'on le revote. Donc, nous, on prendra acte de la date. Fermez la porte à une éventuelle déclaration suivie d'un vote. Écoutez, on prendra acte de la date qui sera choisie, et puis c'est tout. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Hervé Marseille, d'avoir répondu à mes questions. Et à présent, je vais accueillir Bernard Jomier, sénateur écologiste de Paris, ici au groupe socialiste. Vous êtes médecin de profession, Bernard Jomier. Tout d'abord, vous reprenez tout de même votre activité parlementaire après avoir passé 6 semaines à l'hôpital de Melun, où vous étiez porté volontaire. Quel bilan vous tirez, vous, de cette période ? Une période extrêmement difficile pour le système de santé, pour tous les Français d'ailleurs, parce que personne n'avait l'habitude d'affronter une épidémie
Et donc, le gouvernement a été obligé de prendre cette mesure très brutale du confinement, qui est un pis-aller. Les hôpitaux se sont retrouvés sous une grande tension et évidemment, il va falloir maintenant qu'on tire les leçons de tout ça et qu'on apprenne à vivre avec le virus le temps qu'il faudra et qu'on remette notre système de santé sur de meilleurs rails. Est-ce que vous avez le sentiment que le Ségur de l'hôpital, dont Olivier Véran commence à parler, tout à l'heure en sortie du Conseil des ministres, il a notamment dit qu'il y aurait une hausse de salaire des soignants sans plus de détails. Est-ce que vous pensez que l'exécutif aujourd'hui va dans le bon sens? Écoutez, sur la hausse des rémunérations des personnels soignants, c'est indispensable. Sinon, ils continueront à partir à flot de l'hôpital comme ils partaient avant la crise. Ils sont restés de façon très responsable pendant la crise, mais ils recommenceront à partir. Mais maintenant, il faut dire combien et quand. Et il faut cesser de reporter la réponse. Par ailleurs, sur l'organisation générale du système de soins et de santé, moi, j'avais fait partie de ceux qui avaient approuvé les principes de Ma Santé 2022. Le plan d'Agnès Buzyn. Voilà, mais qui a accouché d'une loi qui était complexe et confuse. Donc il ne faut pas recommencer, il ne faut pas préparer un énième catalogue avec des experts. Il faut mener de véritables états généraux de la santé avec les personnels, avec les Français, avec les soignants de l'hôpital et de la ville, et pour dire clairement qu'est-ce qu'on attend de l'hôpital et à partir de là, quels moyens lui donne-t-on et qu'attend-on des soignants de ville, du système médico-social et quels moyens leur donne-t-on? Est-ce que vous craignez l'assouplissement des 35 heures dans l'hôpital? C'est l'une des mesures à laquelle réfléchit Olivier Véran. Cette mesure est-elle pour vous nécessaire aujourd'hui dans l'organisation de l'hôpital? Je pense que si on entre comme ça dans le débat, on va tout rater. Parce que d'entrer, au lieu de poser la question des missions, des objectifs, on pose la question de l'organisation, du temps de travail, etc. Ça, ce sont les questions qui viennent après. Et par ailleurs, entrer par ce type de questions dans la réforme de l'hôpital public, c'est donner l'illusion que, j'entends bien ce discours, que les 35 heures seraient la cause de tous les maux de l'hôpital public. Non, ce n'est pas les 35 heures qui ont empêché une bonne réponse à l'épidémie de notre pays. Il faudrait être clair, c'est bien autre chose. Donc s'égarer ou utiliser l'épidémie pour porter ce type de positionnement idéologique, ça clairement c'est se moquer des Français. Olivier Véran également planche sur des projets de loi qui vont être transmis aux partenaires sociaux, notamment qui prévoit un plan pour la dépendance qui sera financé par une fraction de la CSG. Est-ce que pour vous, la création de ce 5e risque, c'est une bonne solution et c'est le bon financement? Alors tout d'abord, moi j'ai toujours été favorable à la création d'une 5e branche de la sécurité sociale. C'est un débat qui est récurrent depuis des années. Moi, je salue le fait que le dossier soit réouvert. Maintenant, il faut là aussi procéder à une concertation et réfléchir à la dépendance au regard de ce qu'a été l'épidémie de Covid. Qu'a-t-on fait avec nos EHPAD? Pourquoi n'a-t-on pas tiré les leçons de la canicule et de 2003? Certes, les personnes âgées ne meurent plus de chaleur et de déshydratation dans nos EHPAD, mais là, elles sont mortes et massivement du Covid. Donc, il faut qu'on réfléchisse collectivement à la place des personnes âgées dans notre société et pas de façon infantilisante, comme on l'a vu émerger pendant cette crise, avec des injonctions qui leur sont faites, où on a même envisagé de leur interdire de sortir pendant encore des mois, comme si elles n'étaient pas capables par elles-mêmes de décider comme les autres adultes. Merci beaucoup Bernard Jomier d'avoir répondu à mes questions. On va bientôt avoir un dernier invité, mais tout de suite je vous propose de revoir l'un des temps forts de cette séance de questions d'actualité au gouvernement. Il y a eu notamment des questions autour de Renault et des fermetures d'usines, ces plans qui ont été annoncés dans certains médias. Je vous propose d'écouter notamment la réponse de Muriel Pénicaud qui répondait à une question portant sur l'interdiction des licenciements pendant cette période de crise. Toutes les études et toutes les expériences qui ont été faites dans le temps, en France et dans d'autres pays, ont montré que sur le moyen terme, c'est une machine anti-emploi. Pourquoi? Parce que ça fait chuter les recrutements, d'une part, et que ça n'évite pas les défaillances d'entreprises. Alors oui, il y a des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant.
c'est sûr que la situation de confinement ne les a pas aidés et va plutôt renforcer leurs difficultés. Et donc, il va falloir avoir un examen à la fois sectoriel, vous l'avez dit, et donc le Premier ministre et l'ensemble des ministres ont déjà annoncé un plan sectoriel pour le tourisme, l'hôtellerie-restauration. Il y en aura un bientôt dans l'automobile. Il y aura des plans sectoriels adaptés. Et puis, il y aura aussi un plan de relance pour stimuler l'emploi, l'apprentissage et la formation, parce qu'il y aura beaucoup de mutations intersectorielles. Mais je crois que du point de vue des entreprises, il faut être vigoureux. Le but, c'est l'emploi, mais il ne peut pas amener une entreprise à aller vers la défaillance, qui serait encore pire, puisque à ce moment-là, c'est tous les emplois qui seraient perdus. Nous serons très attentifs au dialogue social, à la manière dont c'est accompagné, et nous serons très attentifs à la manière dont on peut aussi relancer l'activité. Par exemple, il y a des relocalisations stratégiques qui peuvent être utiles dans notre pays. C'est tout ce plan d'action qui sera annoncé dans les semaines qui viennent. Et s'il y a bien un secteur qui est en train de souffrir aujourd'hui avec cette crise du Covid-19, c'est bien le tourisme. Je suis d'ailleurs avec Michel Raison, sénateur LR de la Haute-Saône. Vous êtes copilote de la cellule tourisme au sein de la Commission des affaires économiques. Tout d'abord, bars et restaurants devraient rouvrir le 2 juin en zone verte si tout va bien. C'est ce qu'a dit hier le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne devant le Sénat. Ça vous réjouit? Tout d'abord, bonjour à vos téléspectatrices et téléspectateurs, bonjour à vous. Alors oui, ça me réjouit à moitié, parce qu'il reste les zones rouges. Et vous savez que c'est une grosse souffrance pour les zones rouges, que ce soit les cafés et restaurants ou l'hébergement. Parce que les autres habitants des zones rouges disent on ne va pas venir chez vous parce que de toute façon on est quand même rouge. Les verts disent on ne va pas aller en rouge, donc c'est quand même assez compliqué. Sur la partie café et restaurant, évidemment que c'est déjà un bon début. On a deux soucis. Alors déjà la zone, puisque les zones rouges, si tout va normalement, devraient pouvoir ouvrir qu'à la fin du mois. Leurs souffrances sont énormes. Hein. Mais surtout, c'est que la réouverture, avec 4 mètres carrés par personne, pose un problème monstrueux. Et je pense sincèrement qu'il faudrait réviser ça, parce que ça fait... C'est pas possible, quoi, parce qu'avec les charges fixes... On ne peut pas non plus créer des risques sanitaires, Michel Raison. Non, non, mais moi le premier, je suis très respectueux de préserver et d'essayer de ne pas prendre de risques inutiles sanitaires, mais on sait qu'on pourrait faire, les professionnels ont fait quelques essais, on peut faire des ouvertures à un peu moins de 4 mètres carrés, ça nous permettrait d'avoir quelques clients de plus par établissement. Oui. Il y a aussi la difficulté qu'il va y avoir à faire revenir les clients, et cela même si la réouverture est actée. Alors, bien sûr, les clients vont hésiter à venir. Il y a beaucoup moins de personnes inconscientes qu'on ne croit, puis il y a aussi ceux qui ont peut-être anormalement peur. Enfin, on ne sait pas si c'est anormal d'ailleurs, c'est normal qu'il y ait des peurs, et donc forcément un certain nombre de personnes qui auraient souhaité y aller n'iront pas, et il y aura toujours assez peu de déplacements entre départements, et vous avez toutes les personnes d'un certain âge, les personnes qui ont des pathologies, qui prennent plus de précautions que les autres, et c'est bien normal, et c'est souvent de bons clients aussi. Donc on sait parfaitement que la saison ne va pas se refaire normalement. Vous avez fait un certain nombre d'autres préconisations à Michel Raison. Notamment, vous demandez aux plateformes de baisser leurs commissions de façon temporaire. Quand vous voyez qu'une plateforme Airbnb, par exemple, pour ne pas la nommer, licencie à tour de bras, est-ce que vous ne craignez pas que cela empire leur situation, ce type de proposition? Alors, chacun, vous savez, eux, ils licencient. Mais nous, on aura aussi dans les autres secteurs du tourisme, parce qu'on parle beaucoup restauration, hôtellerie, on a d'autres secteurs dont on ne parle pas souvent, ce que j'appelle un peu les sous-traitants du tourisme. Vous avez les grossistes en boissons, vous avez les blanchisseries, vous avez tous ces gens-là, c'est une catastrophe. Eux aussi, ils vont avoir à faire des licenciements qu'ils ne souhaiteraient pas. Donc il faut qu'il y ait une solidarité entre tous les maillons de la chaîne. Vous pensez que les plateformes ont quand même les reins assez... Parce qu'elles licencient, d'abord elles licencient, mais il faut voir les résultats qu'ils font, et donc ils ont quand même de la trésorerie d'avance, parce que licenciement et résultat, c'est deux choses différentes, on est bien placé pour le savoir un certain nombre de fois. Donc chacun doit faire sa part de solidarité. Les assurances, par exemple, c'est ce qu'on leur demande. On sait que juridiquement, ils ne peuvent pas tout faire. Ils ont commencé, d'ailleurs. Oui. Oui, effectivement, la solidarité, notamment le secteur des assurances, c'est un secteur sur lequel le Sénat avait averti très tôt. Très tôt. Merci beaucoup, Michel Raison, d'avoir répondu à mes questions. C'est la fin de cette séance de questions d'actualité au gouvernement et de ce débrief. À 18 h, vous pourrez retrouver Allons plus loin avec Rebecca Fitoussi. Très bonne soirée sur Public Sénat.